Alors bonjour Luc-Éric. Bonjour Joseph. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour un échange live concernant un petit peu la situation et l'actualité un petit peu des entreprises de la filière plasturgie. Et toi, en tant que porte-parole de Plastalliance et chef d'entreprise engagé depuis des années au sein de différentes organisations professionnelles, je pense qu'effectivement tu as une vision très intéressante à pouvoir partager. Quel est selon toi aujourd'hui le ressenti que tu as par rapport à la situation des entreprises de la filière actuellement? Alors, il y a un côté optimiste et un côté pessimiste. Le côté optimiste, c'est que effectivement, on sent qu'il y a certains secteurs d'activité dans l'activité plasturgie qui ont plutôt bien réagi pendant la crise et les carnets de commandes peuvent être relativement pleins. Donc, on a des secteurs d'activité, je pense notamment au médical, la pharmacie, l'automobile qui semble repartir, le bâtiment également, où on a une dynamique qui s'est mise en place et une dynamique qui avait été créée lors de la crise du Covid. Donc, on retrouve effectivement des carnets de commandes antérieure à la crise sanitaire. Donc ça, c'est le côté optimiste, sachant qu'on a quand même des contrastes en fonction des secteurs d'activité, il ne faut pas l'oublier. On a quand même certains acteurs dans la filière qui souffrent, avec des carnets de commandes qui sont relativement tendus. Mais globalement, on a quand même aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, de gros problèmes au niveau des approvisionnements, notamment en matières premières, qu'elles soient vierges ou recyclées. On a des grosses tensions avec des cas de force majeure qui sont évoqués, des délais en fonction des catégories de produits qui sont jusqu'à 6 mois. Donc des grosses difficultés effectivement pour pouvoir répondre au carnet de commandes avec malheureusement toutes les conséquences que ça peut avoir. Et puis gros point noir, c'est la difficulté d'embaucher. On a de plus en plus de mal à trouver du personnel qui soit à la fois compétent, disponible et qui a envie de travailler. Comme si la crise sanitaire avait figé un petit peu la situation de l'emploi et on se retrouve avec l'impossibilité d'embaucher. Donc une filière qui garde quand même une forme de dynamisme certain, mais malheureusement freinée par des approvisionnements de matières vierges ou recyclées très compliqués, voire impossibles aujourd'hui, et puis une grosse difficulté d'embauche. D'accord. On a vu dans une vidéo sur une chaîne internet le directeur général d'une organisation entre guillemets concurrente à Plastalliance, Polivia pour ne pas la citer, qui a déclaré que l'augmentation des prix des matières premières vierges était une bonne nouvelle pour les industriels. Qu'en penses-tu? Alors, vulgairement parlant, je pense que c'est une connerie que de dire ce genre de choses. Je pense que le directeur général de Polivia peut-être pas mesuré son propos. Euh, on s'inscrit dans une économie circulaire. Depuis de nombreuses années, les industriels de la plasturgie ont montré leur volonté effectivement d'accompagner la transformation écologique, la diminution de l'empreinte carbone, le fait de rejeter de moins en moins de plastique dans l'environnement pour éviter de polluer. Et je pense que la France et les industriels français de notre secteur d'activité, donc est la plasturgie, sont à l'avant-pointe de ce genre de choses. Les investissements, qu'ils soient humains ou matériels, prouvent qu'il y a cette dynamique qui s'est instaurée, qui s'est mise en place. Et de dire que l'augmentation des matières premières, l'augmentation tarifaire des matières premières est une opportunité pour passer vers le recyclé, me semble une hérésie, en tout cas un non-sens. Parce qu'on sait très bien que si la matière vierge augmente, la matière recyclée va suivre une courbe qui va, somme toute, avoir la même incidence en termes de pente d'évolution. Donc, dire c'est une opportunité pour passer sur la MPR me paraît complètement déconnant, en tout cas pas du tout à propos. Si l'opportunité de l'augmentation tarifaire était avérée, il y aurait longtemps que les industriels auraient utilisé la matière première recyclée. Or, on sait aujourd'hui que les tensions qu'il y a sur la matière vierge sont absolument identiques sur les matières premières recyclées, puisque globalement, si on fournit moins de matières premières à recycler, forcément, la tension, elle va être décalée dans le temps, mais elle va être existante. Donc dire que l'augmentation tarifaire va générer plus d'utilisation des matières premières recyclées est un non-sens total. Donc j'invite effectivement le directeur général de Polivia à peut-être reprendre son propos, ou en tout cas l'expliquer de manière assez académique pour qu'on puisse comprendre ce qu'il a voulu nous faire passer comme message. Mais il est évident qu'aujourd'hui, nous n'avons pas attendu que ce soit les politiques ou en tout cas les industriels qui fabriquent la matière première
pour nous inscrire dans une économie circulaire, et deux, bien évidemment, l'augmentation tarifaire de la matière vierge a une incidence également sur la matière recyclée, et ça ne peut être en aucun cas une opportunité pour passer de l'un à l'autre. Comment vois-tu un petit peu tu en avais déjà parlé un petit peu sur notre chaîne YouTube, mais on va dire c'est toujours d'actualité, j'ai envie de dire malheureusement, c'est un peu la position française et de certains acteurs également, hein, de la filière parfois plastique ou du recyclage, vis-à-vis justement du plastique en France. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je te partage aussi un peu le sentiment qu'on a à Plast Alliance, c'est qu'on voit au niveau européen des initiatives qui sont lancées, on voit des industriels au niveau de toute l'Europe qui ne sont pas en train de dire il faut interdire le plastique, ils sont en train de dire il faut aller vers plus de recyclage, de meilleure collecte, plus d'économie circulaire. Et en France, on est complètement à rebours de ça, c'est-à-dire qu'on est encore dans une phase de dire quels sont les futurs produits qu'on va pouvoir interdire, ou par exemple, là je prends l'exemple un peu de ce que Citeo a proposé récemment, de dire aux industriels si leur produit est recyclable ou non par rapport à ce qui se fait en France, donc, et non pas forcément par rapport à ce qui peut se faire au niveau européen. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Alors, je crois qu'il y a véritablement trois véritables problématiques que l'on retrouve malheureusement dans ta question. La première problématique qui me paraît importante, c'est la politique. Qu'est-ce que l'on veut faire au niveau français et au niveau européen? Il est évident que la France ne peut pas légiférer seule dans un espace européen qui nécessite l'unanimité des décisions de l'ensemble des pays pour abonder dans un sens. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des disparités profondes entre certains pays européens, l'Allemagne, les pays nordiques, sur le traitement de la collecte, du recyclage, de manière à avoir de moins en moins, effectivement, d'empreintes carbone au niveau de nos industries. La France, j'ai l'impression, fait un peu cavalier seul. Et ça, c'est une erreur. Parce que plus on met de contraintes, plus on met de normes, plus on met de rigueur au niveau de l'utilisation des matières plastiques, en les interdisant notamment, moins on protège nos entreprises, contrairement à ce qui se passe ailleurs, dans le pays européen. Je vais prendre l'Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui, on sait très bien que la collecte et le recyclage sont relativement bien pensés, bien organisés, et qu'il y a une véritable dynamique qui s'est instaurée dans ce pays. On a quand même l'impression que les politiques allemands protègent leur entreprise en se donnant les moyens, à la fois financiers, techniques, pour faire de la collecte, du recyclage, et à ce moment-là, donner une seconde vie, voire une troisième vie à nos produits. En France, on va vers la solution de facilité. Et ça, c'est le deuxième aspect. Quand j'entends que un certain nombre d'entreprises dans le recyclage, et j'entends le président du côté plastique de Federec nous dire l'incinération, l'enfouissement coûte pas très cher, et c'est là-dessus qu'il faut s'orienter parce que le recyclage des produits plastiques coûte cher et c'est une filière qui ne serait pas rentable, je pense qu'il y a un véritable problème. Est-ce qu'aujourd'hui, l'enfouissement et l'incinération sont les seules réponses à la problématique de recyclage? Bien évidemment que non. Il faut qu'aujourd'hui, on ait une véritable politique à la fois de collecte, dans laquelle on implique les collectivités locales et l'ensemble des acteurs pour faciliter cette collecte, ces remontées de matières premières, qu'elles soient vierges ou recyclées, de manière à pouvoir la traiter, la collecter et la recycler dans un second temps. Si on ne fait pas ça, malheureusement, on va transposer le problème sur les générations futures, et les générations futures vont avoir des problématiques de traitement de ce qu'on aura enfoui, et on va avoir des empreintes carbone beaucoup plus importantes, parce que, soyons honnêtes, l'incinération crée un véritable problème au niveau de la pollution. Et je dirais le troisième souci que l'on a, qui me paraît relativement important, c'est pourquoi on ne se met pas autour de la table et qu'on ne met pas l'ensemble des acteurs de la filière, que ce soit en aval et en amont, bien évidemment, pour voir comment est-ce que l'on peut organiser de manière pérenne, intelligente, ces phénomènes de recyclage et ce phénomène de collecte. Tant qu'on n'aura pas réuni l'ensemble des acteurs et que chacun dans son coin trouvera la meilleure solution parce que c'est la solution économique qui prévaudra, on n'y arrivera pas. Je crois qu'il faut que les politiques impulsent une véritable démarche dans cette collecte, ce recyclage, à travers Criteo, à travers l'ensemble des acteurs de la filière recyclage, qu'ils soient d'ailleurs des recycleurs intégrés dans certaines organisations patronales de la plasturgie, mais il faut que l'on ait une démarche cohérente, partagée et qui soit volontariste. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a perdu
le côté partage de l'information et le côté volontarisme pour aller vers le côté facilité. Parce que, soyons honnêtes et appelons un chat, interdire, ça reste la solution de facilité. Mais en aucun cas, la solution qui peut permettre d'envisager quelque chose de périn dans le temps. Non, mais je suis tout à fait d'accord effectivement avec toi. C'est aussi la position des entreprises aujourd'hui de notre organisation, hein. On a pas mal d'entreprises également qui sont basées, on va dire, au niveau européen ou à l'étranger. Et ils voient justement que les contraintes, on va dire, appliquées en France n'ont rien à voir aux contraintes qui sont appliquées ailleurs. Et on a, je pense, quand même une certaine désinformation. On a quand même, quand on est dit, on parle du plastic bashing, mais on va dire, il n'a jamais été aussi violent que ce qu'il a pu être en France. Quand on voit dans un article, je partage ça avec toi, mais que l'Allemagne interdit les plastiques à usage unique, et quand on regarde le contenu de l'article et qu'on se rend compte qu'on parle juste des produits qui sont cités dans la directive de juin 2019, ben, c'est des produits qui sont interdits au niveau européen et que j'ai envie de dire sur ce point-là, il n'y a même pas, on va dire, de discussion, les pailles en plastique, les touillettes, les piques à steak, donc c'est pas tous les plastiques à usage unique, mais certains organes de presse, on va dire, font des amalgames et font croire, on va dire, à la population que le plastique c'est fini, alors que si on sort justement de la France et qu'on voit ce qui se passe ailleurs, on voit que c'est bien évidemment pas le cas. Et que même d'ailleurs pour ces produits qui sont interdits par une directive et que normalement beaucoup de pays européens tous les pays européens devraient l'appliquer, il y a même des résistances dans certains pays, la Roumanie par exemple, ou d'autres pays qui n'ont pas mis en place même de législation sur ces produits-là. Donc ils continuent encore, en fin de compte, à produire des pailles, des touillettes et tous ces éléments-là. Et donc, on a effectivement un enjeu de patriotisme économique qui pose problème, comme tu l'as dit, par rapport à nos industriels. Mais il y a également un problème écologique, parce qu'aujourd'hui, et ça j'aimerais t'entendre sur ce sujet, mais c'est vrai que quand on regarde comment le carton, le papier carton par exemple, peut être traité et comment le plastique est traité, on se rend compte qu'aujourd'hui, le plastique est quand même l'un des matériaux, ou le matériau peut-être le plus normé, on va dire, et le plus suivi avec REACH, etc. Et sur d'autres matériaux, il y a moins de contrôle et moins d'analyse sur les conséquences qu'il peut y avoir à l'utilisation, tant en termes écologiques qu'en termes d'analyse de cycle de vie, qu'en termes également de santé, hein. Et là, je fais référence un petit peu à l'étude du FC Que Choisir concernant justement des produits chimiques qui se trouvaient dans des emballages en carton, quoi. Oui, exactement. Alors je crois que Joseph, là tu mets le doigt sur deux aspects qui me paraissent totalement en totale aberration avec ce qui se passe en France. Le premier aspect, c'est nous sommes dans un espace européen où la libre circulation des biens et des personnes est un postulat de base. Au niveau de l'Europe, les marchandises peuvent circuler de manière libre. Ce qui veut dire que si un pays a décidé effectivement de continuer à produire des produits finis à usage unique, eh ben, ils vont continuer à être distribués partout en Europe. Rien. Comment est-ce qu'on va pouvoir empêcher un produit roumain, d'une touillette, une paille ou que sais-je encore, de partir de Roumanie pour entrer en France alors que quelqu'un aurait besoin de ces produits? Donc on ne pourra pas interdire la libre circulation d'un certain nombre de produits, sauf à légiférer. Et à ce moment-là, on créerait une sorte de protectionnisme au sein de l'espace européen qui n'a pas de sens. Donc la grosse difficulté, la première, c'est comment est-ce que l'on peut interdire au niveau européen des choses qui ne sont pas interdites parce que d'un point de vue souverain, un État souhaiterait protéger tel ou tel secteur d'activité. Donc on voit bien, premier postulat de base, il y a une difficulté au niveau de l'Europe sur la libre circulation des biens et des personnes, et notamment sur les marchandises, que l'on n'est pas prêt de régler, et on trouvera de toute façon toujours des produits à usage unique qui vont venir en France. Le deuxième aspect, c'est l'aspect effectivement santé, et tu as raison d'insister là-dessus. Aujourd'hui, le plastique, il est extrêmement normé, extrêmement réglementé, avec des normes alimentaires qui nous sont imposées, qui sont contrôlées au niveau des entreprises. Et je vais rebondir sur l'étude du FC que Choisir, qui met en avant un certain nombre de questionnements par rapport à l'aspect sanitaire d'emballage carton, papier ou d'autres matériaux qui ne seraient pas contraints aux mêmes normes et qui ne seraient pas contraints aux mêmes aspects d'alimentarité que le plastique. On ne connaît pas, bien évidemment, comment un emballage carton, papier ou d'autres matériaux se comporte quand on le met dans le micro-ondes et qu'on veut réchauffer une denrée alimentaire. On ne sait pas comment la transmission vis-à-vis des virus, vis-à-vis des microbes peut se faire
quand le produit il est 5-6 jours dans un frigo, dans une grande surface. On n'est pas capable de le mesurer. Alors qu'aujourd'hui, l'industrie de l'emballage plastique a ses contraintes et répond positivement à ces contraintes. Donc vouloir aujourd'hui dire on interdit à travers une campagne de plastique bashing qui est forcément émotionnelle, parce que quand on voit des poissons, des tortues, des dauphins, des phoques pris dans des mailles ou pris dans des denrées plastiques, des déchets plastiques, bien évidemment que ça nous touche directement. Mais ceci étant, le carton, ça nécessite beaucoup d'eau, donc on va utiliser une denrée importante qu'est l'eau pour pouvoir produire et pour pouvoir blanchir un certain nombre d'emballages en toute déconsidération des aspects écologiques. Donc on voit bien que l'on n'a pas une réflexion globale sur l'utilisation des emballages. On a une réduction, je dirais presque une communication totalement démagogique. On met le focus sur un produit alors qu'il est extrêmement réglementé, alors qu'il est extrêmement circonscrit dans son utilisation, et on nous dit le papier ou le matériau bambou, ou que sais-je encore, un certain nombre de matériaux végétaux, répondrait beaucoup plus favorablement à des problématiques écologiques. Mais on ignore que pour produire de la pâte à papier, on utilise des millions de litres d'eau. Et que ça, l'eau devient devenir dans les années qui viennent une denrée rare, une denrée qui va nous coûter cher. On a des pénuries d'eau avec le réchauffement climatique, on voit qu'il y a de plus en plus de zones arides, et on veut promouvoir du papier qui est fortement consommateur d'eau. On marche sur la tête, on marche sur la tête. Donc revenons à des choses beaucoup plus basiques, qui ne soient pas purement démagogiques, mais qui soient, d'un point de vue technologique et factuel, qui correspondent à la réalité. Effectivement, oui, là, au niveau des normes et effectivement des études et en tous les cas de l'attention, le plastique est effectivement est sous le feu des projecteurs. Et justement, ce que tu dis là, ça montre aussi un paradoxe parce que quand même on propose, on va dire, comme alternative, on va dire au plastique fossile, on propose du biosourcé compostable et tous ces éléments-là, bah, on nous sort en fin de compte l'argument que bah, comme quoi ce serait de la concurrence pour les terres agricoles, comme quoi ça consommerait de l'eau, ou comme quoi il faut, c'est des terres, enfin voilà, c'est une concurrence, on va dire, à l'alimentaire ou des choses comme ça. Donc quand il s'agit, on va dire, de faire du plastique biosourcé compostable avec des éléments donc naturels, c'est pas bien. Par contre, faire d'autres matériaux avec d'autres éléments également naturels, tu vois que ça pose pas de souci. Donc on voit quand même il y a, on va dire, une inégalité des armes, on va dire, par rapport à ça, sur la façon effectivement de percevoir les choses. Mais aujourd'hui, moi, je reviens sur le sujet, en fin de compte, essentiel, c'est que là, on a vu, apparemment, les derniers chiffres du rapport de Citeo pour 2020 sont sortis. On est à 28% de recyclage des emballages ménagers, quoi. C'est-à-dire, on est quasiment à peu près ce qui se faisait l'année 2019, quasiment ce qui se faisait un petit peu avant, à 1 ou 2% près. Il n'y a pas d'évolution. Citeo nous dit, c'est le Covid. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Quand j'entends, et par rapport à ce que tu dis, c'est 28% de recyclage de produits plastiques d'emballage, on se rend compte que les efforts qui ont été faits sur l'emballage, qui est quand même la grosse proportion aujourd'hui d'utilisation de plastique, c'est que ce soit dans le polystyrène, dans le polyéthylène, on a quand même une grosse proportion, effectivement, qui va vers l'emballage. Quand on voit les bienfaits que ça apporte et qui ne sont absolument pas conspués, qui ne sont absolument pas dénoncés, que ce soit en termes de barrières bactériologiques, en termes de durabilité des produits, en termes de recyclabilité que l'on peut faire, puisque les pays voisins ont démontré qu'on pouvait recycler ce genre de produits, il n'y a plus rien à démontrer. On a déjà fait le maximum de ce que l'on pouvait montrer à la population, aux consommateurs lambda. Malheureusement, on a un discours qui est complètement à l'opposé, parce que c'est un discours essentiellement électoraliste. C'est un discours où on va aller chercher de l'écologie pour montrer que l'on est volontaire en termes d'écologie, et on va cibler un produit qui est extrêmement normé, on va le démonter par des images qui forcément choquent, par des images qui forcément interrogent, alors que derrière, on ne va jamais mettre en avant tout ce que les industriels ont pu faire pour développer ces produits, pour avoir des qualités que l'on connaît, et on va uniquement retrouver que les dépôts qui malheureusement sont faits uniquement parce qu'on ne tient pas compte de ce problème de recyclage et de collecte. Si on avait, comme aux États-Unis, je vais vous donner un exemple. J'ai passé des vacances à Hawaï, et à Hawaï, j'étais surpris, il y avait 7 bacs de tri différents. On met les emballages alimentaires dans un bac, et on sait que ce bac-là, il va être recyclé.
Pourquoi est-ce qu'en France, on ne fait pas la même chose? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de l'éducation à l'école sur ce que serait véritablement une démarche écologique? Pourquoi est-ce que l'on ne fait pas une forme de communication sur ce que l'on pourrait faire en termes de collecte, de tri et de recyclage? Je pense qu'il faut passer par des choses totalement élémentaires. C'est, dès le plus jeune âge, responsabiliser le consommateur. Le responsabiliser et lui donner le moyen d'être responsable. On ne fait pas ça. Aujourd'hui, on va pénaliser des industriels qui ont fait des efforts, qui ont investi, uniquement parce que c'est facile. Et que cette facilité-là, politiquement, elle est rentable parce qu'elle peut ramener des voix. C'est une aberration. De mon point de vue, c'est une aberration. Je pense qu'il faut que l'on reprenne le problème là où il doit être. Le véritable problème que l'on a, c'est qu'est-ce que l'on veut faire au niveau écologique? Est-ce que l'on veut réduire véritablement le réchauffement climatique? Est-ce qu'on veut réduire l'empreinte carbone? Et on analyse l'ensemble des produits. Est-ce que l'on veut également apporter du bienfait aux consommateurs? Parce que j'allais occulter cet aspect-là. Quand j'ai du bienfait, c'est en termes de protection bactériologique et en termes de protection du produit dans sa durée de vie. Revenons à ces bases. Et je pense que si on explique et si le politique se donne véritablement les moyens d'analyser l'alpha jusqu'à l'oméga, on va être capable de retrouver à la fois une dynamique et beaucoup plus de sérénité dans ce que l'on doit faire. On est totalement d'accord. On est totalement d'accord, mais ça nécessite effectivement tout un travail, on va dire, effectivement d'éducation, mais aujourd'hui, on voit quand même, depuis, on va dire, quasiment 2018, de grandes forces, on va dire, notamment médiatiques, qui vraiment ont attaqué effectivement la filière plastique derrière, sans effectivement se poser la question de qu'est-ce qu'on va mettre pour le remplacer. Après, il y a aussi même l'aspect confort. On n'est pas du tout opposé à ce que les pailles, voilà, on peut même se poser la question de l'utilité d'une paille, hormis le médical. Donc, que ce soit une paille en plastique ou une paille en papier, d'ailleurs, à quoi ça servirait? Pourquoi garder encore que des pailles en papier? Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, pour avoir essayé, on va dire, l'une et l'autre, on sait que ça n'a pas le même goût au niveau de la boisson. Il y a un transfert qui est fait, c'est pas le même confort. Et là, on voit d'ailleurs au niveau des fast-food qui veulent essayer, on va dire, la vaisselle réutilisable, lavable en fast-food. J'attends de voir comment ça va se passer. Parce qu'en termes de coût, en termes, on va dire, de mettre de la vaisselle en céramique, mettre de la vaisselle en verre, mettre de la vaisselle même en plastique réutilisable, mais vu la casse qu'il va y avoir dans ce genre d'établissement, vu le vol qu'il va y avoir dans ce genre d'établissement, quelles vont être les conséquences? Est-ce qu'on va avoir le prix du sandwich qui va augmenter de 20 à 30% pour pouvoir payer cette vaisselle, pour pouvoir payer en fin de compte tous ces éléments-là? On sait que les pailles, par exemple papier, qui sont aujourd'hui utilisées, coûtent plus cher, d'après sur certains sites on a pu le voir, et des restaurateurs qui disent qu'effectivement ça leur coûte beaucoup plus cher qu'à l'époque les pailles plastiques. Donc il ne faut jamais oublier également ce point de vue économique, c'est que le plastique, s'il a si longtemps fonctionné, et il fonctionnera encore longtemps, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau mondial ça fonctionne, et il n'y a qu'en France on ne veut pas le voir, c'est qu'effectivement il n'est pas cher, donc l'aspect économique à produire est important, donc c'est pour un industriel c'est important, pour le consommateur aussi, le pouvoir d'achat, donc il paiera son produit également moins cher, et que c'est un produit que si on s'en donne la peine, il est recyclable, et il peut être recyclé. Et nous on est face à une problématique que nous avions dénoncée depuis déjà la loi AGEC, qui pour nous est une loi complète, et on l'avait dit depuis le début, la loi AGEC qui est vraiment une loi vraiment à notre sens schizophrénique, qui d'une part impose, en tous les cas se fixe comme objectif d'interdire les plastiques à usage unique en 2040, en sachant que cet objectif n'est qu'un simple objectif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur juridique à ça, même si on a fait croire à beaucoup d'industriels que c'était quelque chose d'obligatoire, et de l'autre côté de dire qu'on va arriver à 100% de plastique recyclé en 2025. Nous on avait été dans les premiers, on a été même le premier à dire que 100% de plastique recyclé en 2025 ce sera mission impossible, ça n'existe pas le 100%, c'est pas possible, et bien évidemment aujourd'hui avec 28% d'emballage recyclé en 2020, on sait qu'en 2025 on n'y sera pas. Il n'y a même aucun pays européen, même les plus vertueux, qui sont à 100%. On se rapproche de 80, 90, etc. Mais personne n'est à 100%. Donc on se fixe un petit peu des objectifs en l'air, et en même temps avec des contraintes, on va dire, anxiogènes, en faisant croire que le plastique va vraiment, à usage unique, va vraiment disparaître. Et
Et ça, je peux t'assurer qu'au niveau de de certains industriels, certains se disent mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit revoir notre chaîne de production? Est-ce qu'on doit revoir nos produits? Moi, ce que je crains, c'est qu'en fin de compte, bah, ça va être les autres pays européens qui vont récupérer le marché de l'emballage plastique, hein, au final, qui vont continuer à faire de l'emballage plastique qui sera toujours vendu en France. Parce que comme tu l'as dit, on ne pourra pas interdire un emballage, même on va dire en parlant du polystyrène qui serait fabriqué en Allemagne et qui serait vendu en France, ce sera impossible de l'interdire en importation ou à la circulation. Et en fin de compte, on va se retrouver en France en fin de compte, à avoir assassiné, je dis bien assassiné, la filière de l'emballage plastique en donnant en fin de compte des mauvaises informations ou en ayant sonné l'alerte alors qu'il n'y avait pas d'alerte en tant que telle, alors qu'il n'y avait pas justement de contraintes réellement juridiques pour ce faire. Et le meilleur exemple, là je terminerai là-dessus et je te laisserai conclure sur le sujet, mais c'est le décret 3R dans lequel on a eu des organisations professionnelles, certaines qui demandaient que ce décret 3R, donc recyclage, réutilisation, recyclage, réemploi, à ce qu'il soit notifié à la Commission européenne, c'est-à-dire que certaines organisations, y compris de la filière plastique, et pas nous en tous les cas, mais voulaient que ce décret ait un impact sur le marché européen, parce que notifier un décret à la Commission européenne, c'est la conséquence que ça a. Et le ministère de l'écologie lui-même, dans la synthèse du rapport qu'il a donné, il a indiqué que ce décret n'a pas de contraintes en fait en matière individuelle au niveau français. C'est des contraintes d'ordre général, on va dire, voilà, mais le fait de ne pas les respecter n'entraînera aucune sanction pour aucune entreprise. Et donc le ministère de l'écologie reconnaissait déjà d'une certaine manière à ce moment-là, en fin de compte, que même l'objectif, en fin de compte, de 2040, je suis un peu désolé de le dire, c'est qu'un objectif, mais il n'y a pas de contraintes juridiques sur ce point-là. Donc les industriels doivent vraiment faire attention à ce sujet-là, à ne pas se laisser, en fin de compte, voler leur industrie par d'autres, hein, parce que c'est ce qui risque de se passer s'ils abandonnent aujourd'hui en France, en tous les cas, le secteur de l'emballage plastique à usage unique sur les produits qui sont autorisés par l'Union européenne. Et à part, comme on l'a dit, les touillettes, les pailles, les piques à steak et quelques autres ustensiles que la directive de juin 2019 a interdit, il n'y a pas d'autres produits, hein. Non, on est bien d'accord. Alors, je vais donner quelques exemples et je vais reprendre le terme de schizophrénie. On voit bien qu'on est en pleine schizophrénie politique. Parce que nos politiques ne peuvent pas ignorer que ce qui se décide en France, si ce n'est pas applicable au niveau européen, ça sera totalement inapplicable. Donc on voit bien qu'on est dans une forme de schizophrénie. Je vais prendre quelques exemples très, très concrets. On nous dit qu'il faut retirer les bouteilles en PET et les remplacer par d'autres bouteilles, d'accord, notamment en verre. Mais on ne dit pas que pour produire du verre, c'est une énergie calorique qui est très importante. Il faut monter en très haute température, donc consommateur d'énergie, pour produire du verre. Premier aspect. Deuxième aspect, le verre est beaucoup plus lourd que le plastique. Donc quand on va transporter 1 litre d'eau dans une bouteille de verre, on va consommer beaucoup plus de carbone et on va rejeter beaucoup plus de carbone dans l'atmosphère. Moralité, on n'a pas réglé le problème. Donc on est bien dans une forme de schizophrénie. Deuxième aspect qui est quand même important, on sait très bien que la mise en place de plastique au sein des véhicules thermiques a généré moins de consommation. Si les véhicules aujourd'hui consomment beaucoup moins, c'est parce qu'ils sont beaucoup plus légers tout en étant beaucoup plus sûrs. Demain, on va remplacer par des métaux comme l'acier, de l'aluminium ou que sais-je encore. On aura des voitures qui sont plus lourdes. L'aluminium coûte cher à produire. On n'aura rien du tout réglé. Donc en fait, on a une schizophrénie électorale qui nous fait dire des choses et qui sont de véritables contre-vérités. Pourquoi ? Parce qu'on masque aux consommateurs la totalité de la chaîne écologique. On n'en voit qu'un bout qui arrange le politique et on se focalise là-dessus. Donc je pense qu'il faut revenir vraiment à des choses simples. C'est travaillons ensemble. Regardons comment est-ce que l'on peut s'améliorer, parce que les sources d'amélioration, elles existent. On l'a démontré, on est passé des années 70 aux années 90 à des choses qui étaient totalement différentes. Nous sommes des acteurs responsables de la filière. Nous sommes des acteurs écologiques qui avons envie, bien évidemment, de promouvoir nos produits de la meilleure manière possible. Et on veut pouvoir transmettre aux générations futures un produit qui ne va pas les pénaliser, ou en tout cas qui ne va pas aggraver la situation. Donc je crois qu'il faut se réunir, travailler ensemble. Tous les acteurs de la filière
plasturgie en y intégrant également les recycleurs. Il faut que les politiques, une bonne fois pour toutes, regardent les choses dans le bon sens et non pas uniquement dans un sens purement électoral. Et à ce moment-là, on va pouvoir continuer à développer des produits qui vont protéger à la fois le consommateur, qui vont rendre des services tels que nous les rendons aujourd'hui et qui vont permettre de diminuer à la fois l'empreinte carbone et de sauver notre planète. Merci beaucoup, Luc Eric. On aura très probablement encore l'occasion de se retrouver, on va dire régulièrement, pour pouvoir un petit peu échanger sur l'actualité, un petit peu de nos entreprises et de nos industriels. Merci à toi. Merci beaucoup, Joseph. À très À bientôt. très bientôt.